Et bonjour à tous, bienvenue sur ML Retro Game. Aujourd'hui une petite vidéo hors série on va dire. Aujourd'hui on va parler comics, pas n'importe lesquels, on va parler comics Tortue Ninja. On commence avec le tome 0. Tome 0 qui est ni plus ni moins que la compilation des 4 premiers tomes sortis aux éditions Soleil. Alors, je ne sais plus quelle année, d'accord. Donc iComics a eu le droit de les republier. Et du coup, l'ont publié sous forme de recueil, en fait. Hein. Donc là, vous avez les 4 premiers. Sachez qu'il n'est pas indispensable d'avoir ce comics pour commencer l'histoire. D'accord. D'ailleurs, on est loin de là. Hein. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Là, vous avez la naissance des tortues. D'accord. Donc, en fait, quand vous aimez les tortues, c'est toujours bien. Là, vous avez la naissance des tortues. Vous avez la naissance des mutanimaux. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur veut? Voilà, vous avez ça. Et le début des clans des foot. Donc voilà. C'est une très belle pièce de collecte, hein, entre nous. Hein. Un très gros livre. Moi, il me flatte. Voilà. Très très bien. Allez, là, cette fois, je vais vous présenter l'histoire secrète des clans des foot. Alors, ça se situe, on va dire, entre le tome 1 et 2. Peut-être, ouais, même à la place du 1, on peut le lire aussi. C'est une histoire qui est dédiée en fait au passé de Splinter et de Shredder. Voilà. Donc vous avez des flashbacks. C'est une enquête qu'April mène. D'accord. April donc mène l'enquête et c'est tout ce qu'elle découvre de mystérieux sur le clan des foot. Ce qui va déclencher du coup des petites batailles parce que elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et en fait c'est ce qui va commencer à construire le mythe, la mythologie en fait qu'il y a dans les Tortues Ninja. Voilà, entre tout, je vous dis, on est très loin du comics des années 90 que vous voyez à la télé là. On est très très loin, vraiment. Donc voilà, allez à la suite. Le tome 1, moi que j'ai découvert en 2018 suite à une vidéo de Polo Débile sur YouTube qui avait tout simplement trouvé un ancien comics de tortue en vide-grenier et qui m'a rappelé beaucoup de nostalgie parce que le magazine qu'il avait trouvé en question, moi je l'avais eu du moins. Maintenant, je ne l'ai plus, malheureusement. Et du coup, j'ai eu une folle envie de retrouver la licence Tortue et j'ai cherché ce qu'il y avait. Le hasard faisait bien les choses. Le tome 1 venait juste de sortir. Donc, du coup, je l'ai trouvé à 5 € pendant comment s'appelait ça là, l'offre promotion, en fait, pour relancer le comics en France. Donc, j'ai découvert ce superbe comics en 2018 à la sortie, tout à fait par hasard. Alors, moi le but c'est de vous présenter la collecte, mais surtout de vous intéresser à la licence. Du coup, savoir si vous avez envie de commencer la licence, le tome 1 ne sera pas forcément pertinent. Ça sera peut-être pas par là qu'il faut commencer, d'accord? Mais il a quand même son charme parce que du coup, tout ce qui se passe dans le 1, en fait, se retrouve en fait dans les derniers tomes. Les conséquences de ça se retrouve dans les derniers. Ce qui fait qu'en fait, tout se suit de A à Z. C'est très très construit, mais au début, ça paraît un peu flou. Donc voilà, allez, on va passer à la suite. Alors voilà, on est revenu pour la suite. La suite, c'est ça, c'est le tome 2 et c'est le tome 3. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins, on va dire, un arc. Les deux, là, ça représente un seul arc, c'est partie 1, partie 2. Donc c'est la chute de New York. C'est ce qui m'a définitivement convaincu. Voilà. Ce qui se passe, j'ai des frissons. Ce qui se passe dans ces deux comics, en fait, vont avoir un impact sur tout le long de l'histoire. Il y a vraiment, bon déjà les dessins majestueux. Vous avez Matteo Santoluco, donc c'est pour moi le meilleur dessinateur actuel. Il n'y a pas mieux. Tout, hein, comics, manga confondu, tout. Je vais essayer de vous trouver une petite planche. Par exemple, ça là, c'est lui qui l'a fait. Voilà, donc le 3, c'est pas lui. Attendez, je vais essayer de vous trouver un dessin sans vous spoiler. Si vous avez envie, par exemple, le spoil peut être... Voilà, donc vous avez une brève idée de ce qu'il fait. Donc voilà, donc les traits très marqués. On sent vraiment la rage, on sent tout. C'est extraordinaire. Le tome 2, le tome 3, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. C'est vraiment... ça a été... mes amours pendant un bon moment, quoi. Vraiment, je vous conseille, attaquez par là. Vous ne connaissez pas, vous voulez essayer. Vous allez sur n'importe quel site de vente, là, vous reprenez tome 2, tome 3, prenez une soirée tranquille, vous le lisez,
Et je peux vous jurer qu'une fois que vous aurez fini le tome 3, ben, il va falloir 1 heure ou 2, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, pouah, masterclass. C'est incroyable. Moi, pour moi, vous prenez ces 2 comics là, voilà, vous pouvez faire un film de 3 heures, peut-être pas 3, allez, 2 et demi, et il se passe quelque chose de génial. Mais je suis persuadé que ça marche. Mais persuadé. Persuadé. Vous avez Tom Waltz, du coup, qui est à la réalisation et au scénar. C'est ouf. Voilà, ce mec est ouf. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Une chose que je veux préciser tout au début. Faut savoir que c'est donc un reboot de l'histoire originale, remanié. Kevin Eastman fait partie du programme. Donc c'est-à-dire que c'est le créateur. Kevin Eastman, c'est le créateur, d'accord, avec Peter Laird. Ils ont créé en fait les originaux. Là, Kevin Eastman fait partie du projet, donc du coup, il supervise tout. Donc c'est son bébé, encore une fois, remanié au goût du jour. Donc fait tout pour convaincre de se remettre à ce comics, quoi. Allez, je vais vous présenter la suite. Alors, on passe à la suite avec le tome 4. Alors, le tome 4 est très particulier. Alors, pour moi, il a une symbolique, il est très fort, ce tome. Si vous voulez, vous sortez de tome 2 et 3 où ça a été une guerre sans nom, ça a été extraordinaire, des rebondissements de partout. Et là, vous avez un tome complet qui est dédié aux conséquences de tout ça. Donc, c'est un événement construit. En fait, c'est le chapitre Northampton. Donc, en fait, ceux qui ont vu les films des années 90, ça revient au moment où les tortues partent se réfugier dans une ville abandonnée, dans une maison abandonnée. Ce chapitre revient à ça. Je me souviens avoir fini de lire ce livre et avoir dit à ma compagne, il m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé. C'est très poétique. Quand on voit ce qui se passe dans le tome 2 et 3 et on arrive à ça, il y a une magie qui opère. C'est vraiment... je suis amateur de manga à la base, pas de comics. Parce que je trouve qu'il y a un manque de continuité dans les comics. Je trouve que la construction n'est pas comme celle d'un manga. Le manga, vous ouvrez les pages, tel chapitre, il y a forcément une conséquence à le chapitre d'avant ou tout ça. Le comic, c'est moins évident. C'est moins construit. Pas du moins c'est construit, mais pas de la même façon. Là, les tortues, ça allie l'écriture, on va dire la construction narrative d'un manga, donc qui est très construit, avec un fil conducteur très solide. À côté de ça, vous avez tous les petits aspects comiques, c'est-à-dire que vous pouvez placer des hors-séries partout, si vous avez envie. Il y a toujours des zones. On ne vous indiquera pas quelle heure il est, quel jour il est, et combien de temps ça fait. Donc du coup, vous pouvez toujours placer une histoire au milieu, donc vous avez cet avantage-là. En fait, c'était vraiment un mélange des deux. Voilà. Donc ce tome est extraordinaire, le 4, je me souviens, ça a été pour moi révélateur, très très révélateur. Il est signé de la main de Sophie Campbell. Donc Sophie Campbell, c'est la personne qui reprend les Tortues Ninja une fois tout ça terminé. Voilà, donc on a eu le tome 19 qui vient de sortir, en France du moins. Donc la série régulière, donc on va dire le premier reboot est terminé. Donc voilà, là vous avez l'histoire complète, donc dans les 19 tomes, 20 si on compte le 0, plus même 22 avec les hors-séries. Donc ces dessins, la façon dont c'est écrit, en fait c'est elle qui reprend tout à la fin. Moi pour l'instant je n'ai pas connu encore, je me suis arrêté là. Donc voilà. Donc, mais chaque tome très très important pour la suite en fait de l'histoire. Allez, on passe à la suite. On passe sur les tomes 5 et 6, pardon, excusez-moi. Donc 5 et 6, qu'est-ce que ça fait 5 et 6 5 et 6 en fait c'est, on va dire, des tomes transitoires qui vont nous amener en fait vers quelque chose de plus grand. Donc 5 et 6, on est sur, c'est du narratif, d'accord, à clairement parler. En fait, il faut savoir que dans les Tortues Ninja Reboot, il y a plusieurs clans, plusieurs familles. Donc en fait, il n'y a pas forcément d'adversaires à proprement parler, aussi il y en a, mais ils ont tous une justification. Tous. Donc en fait, il n'y a pas forcément de plus méchant que de plus mauvais. Plus gentil, plus mauvais. Vous avez le clan des mutants, donc en fait que les tortues ne font pas partie. Les tortues, elles, font partie de leur propre famille. Vous avez les mutants. Vous avez les neutrinos, donc vous avez les extraterrestres. Plus tard, vous allez avoir une deuxième famille extraterrestre qui va arriver. Vous avez Krang, vous avez le clan Foot, vous avez les dragons pourpres. En fait, vous avez beaucoup de bandes dans New York qui sévissent. Certaines qui font un peu plus de mafia que d'autres qui sont peut-être plus à la justice. Globalement, tout se tient. Et en fait, tous ces tomes-là,
regroupe un petit peu tout ce qui se passe en ville. Donc vous donne du lore à l'histoire en fait. Voilà. Donc là, surtout le 6, on a l'apparition de tous les mutanimaux qui arrivent. Là, ça commence à claquer grave, quoi. Celui-là, c'est pareil. Il y a... D'ailleurs, ouais, il est là. Sur la tranche, j'avais le petit gecko qui fait partie des mutanimaux. C'est à partir de là aussi que, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas relu le début depuis très longtemps, enfin, depuis 2 ans, quoi. C'est à partir d'ici en fait qu'il commence à manquer des chapitres. En fait, si on veut le complet, en France, pour l'instant, il nous manque le TMNT Universe, qui n'est jamais sorti en France, qui sortira sous forme de gros livres en fait, mais plus tard. Donc là, en fait, c'est ce qui manque, des petits chapitres. Voilà, des petits trucs, mais franchement, c'est pas dérangeant. Honnêtement, il n'y a rien de dérangeant. C'est pas... voilà, on n'est pas sur le manque, quoi. En gros, vraiment. Donc ces tomes-là m'ont un peu moins percuté. En fait, ils servent vraiment pour la suite. En fait, quand vous les lisez juste au début comme ça, il ne se passe pas vraiment beaucoup de choses. Vous découvrez des choses, mais rien d'extraordinaire. C'est juste, en fait, on cultive le lore, l'histoire, le monde. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Alors, on se retrouve pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est tome 7, tome 8, tome 9. Alors là, ça vous achève. Voilà. Si vous aimez les histoires grandioses, ça va vous achever. On va commencer le tome 7. Alors le tome 7, comme son nom l'indique, c'est l'attaque du Technodrome. L'attaque du Technodrome, pour ceux qui ne savent pas, le Technodrome, dans les années 90, le dessin animé qu'il y avait des Tortues Ninja, en fait, il y avait Krang et Shredder qui étaient dans le Technodrome, et le but, en fait, c'était de trouver le Technodrome. Voilà. Donc là, en fait, le Technodrome existe, hein. Donc il est derrière, il est grand, il est extrêmement dangereux, et du coup, ce vaisseau, cet appareil, en fait, mérite clairement une guerre. Voilà. Donc ce tome-là, en fait, est dédié, en fait, à la guerre, mais surtout c'est une guerre perdue. Donc du coup, en fait, il y a des stratagèmes pour arriver au fin des tortues, en fait, hein, qui est la paix, qui amène des conséquences très très graves. Parce qu'en fait, vu qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, il se passe beaucoup de choses. Il y a des disputes, et comme c'est une famille, donc il y a des disputes familiales, il y a l'orgueil qui rentre en jeu, mais en même temps il y a le danger qui arrive, chacun fait un petit peu son bise avec tous les mecs qu'on connaît, ça devient très compliqué, en fait ils payent le prix fort, et c'est là que c'est extraordinaire. C'est là que Tom Waltz, le scénario, incroyable, vraiment je vous conseille. Comme tout à l'heure, que je vous disais, tome 2 et 3, ça peut mériter un film, d'accord? Là, prenez les 3. Vous faites un film style Marvel, sans abuser avec des trucs, sans abuser avec des effets spéciaux en tout genre ou quoi. Vous faites un film de 3 heures, moi je suis persuadé que ça top 10 mondial. Moi j'en suis persuadé. L'histoire qu'il y a là, sur ces 3, tout est relié. C'est juste incroyable. Donc là, tome 7, du coup, vous avez une bataille, avec des conséquences, tout ça. Là, vous avez les premières conséquences de la bataille qui arrivent. Donc là, on ressent le problème. Voilà. Là, vous avez le gros souci qui arrive, avec les solutions qui vont derrière. Du coup, la plupart des antagonistes du comics rentrent en jeu. On va commencer à voir un petit peu tout le monde en action, notamment le docteur Baxter qui commence à avoir un rôle plus qu'important. Et on ne sait pas s'il est gentil, on ne sait pas s'il est méchant, on ne sait pas. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc ça commence à chauffer beaucoup et il y a déjà des conséquences. Donc en fait, les clans commencent à avoir des pertes. Et ça commence à craindre, quoi. Et là, donc là c'est la conclusion de cette guerre qui va chambouler toute l'histoire. À partir de ce tome, la fin de ce tome, en fait, toute l'histoire n'est plus la même. Plus la même. Tous les rôles sont inversés, il y a des gros problèmes. On ne sait même pas si les gentils deviennent des gentils ou s'ils deviennent des méchants. C'est rocambolesque. Puis les dessins. Matteo Santoluco, encore une fois, tome, je ne sais pas de bêtises, 8 et 9. Mais c'est incroyable. Je vais voir si je peux vous trouver, sans vous spoiler, pareil, parce que là, ça serait réellement dommage d'avoir un spoil sur des trucs comme ça, quoi. Vraiment, là c'est juste incroyable. Là, tout spoil. Je vais essayer de vous trouver un truc extraordinaire où ça ne spoile pas trop.
Ouais, mais là, ça vous parlera pas. Ben là, par exemple, on va faire avec les couvertures. Ou là, par exemple, ce dessin de fin de chapitre, en fait. Voilà, vous avez les tortues qui sont entourées avec les mousses, là. Incroyable. Incroyable. Les détails, on voit tout. Regardez derrière, une tortue blessée, les robots à moitié esquintés qui continuent à lutter. Enfin, c'est juste incroyable. Là, vous avez encore son trait de dessin, hein, où on voit bien le trait de caractère des tortues ressort. Là, vous avez l'ignorance un petit peu qui ressort. Vous voyez, le côté enfantin, le côté plutôt intelligent qui analyse. Là, vous avez plutôt le côté chef, la rage. Parce que oui, Raphaël, c'est la rage. Donc voilà. Donc sans vous spoiler, vous voyez les dessins, qualité incroyable. Et le tome 9. Oh là là. Le tome 9, c'est incroyable. Vraiment, les dessins, le scénario, jusqu'où ça va chercher. C'est juste incroyable. Vraiment, je peux que vous conseiller de vous y mettre. Mais vraiment, c'est formidable. Et ça serait dommage de... Parce que presque, là, vous aimez l'action, vous prenez ces 3 livres, vous lisez, vous en avez pour votre grade, quoi. Ça peut suffire, mais il se passe des choses, il vous faut les tomes d'avant, et vous allez envie. Après ça, on veut savoir ce qui se passe après. On veut. Allez, sur ça, on va passer à la suite. Alors, on se retrouve pour la suite. Alors, la suite, tome 10, tome 11. Donc déjà, tome 10, en fait, il est centré sur Michelangelo. D'accord ? Tout sur Mickey, qui, suite en fait aux grandes guerres qu'il y a eu, parce qu'il faut savoir qu'ils ont essuyé quand même 2 grosses guerres entre tome 2, tome 3, tome 7, 8, 9. Ça a été très violent, très fort. Michelangelo étant un caractère plutôt enfantin, d'accord, qui n'aime pas la violence, il se bat, il n'y a pas de problème, mais lui, il préfère jouer aux jeux vidéo avec ses potes, quoi. Lui, c'est nous, quoi. Et donc, du coup, en fait, il cherche un petit côté familial où il n'y a plus de tension, plus de guerre. Et il se réfugie en fait chez les mutanimaux qui eux sont très à la cool. Voilà. Ils ne prennent pas les choses au sérieux, soit à la cool. Mais suite à ça, ben, toujours pareil, on revient aux problèmes de famille, on revient à les conséquences, parce que c'est un groupe uni, il en manque un, ben, du coup ils interviennent moins bien. Voilà, il y a des petites conséquences à ça. Donc le tome n'est pas passionnant, ce n'est pas un tome qui est rempli d'action, tout ça. Mais c'est un tome qui est centré sur la psychologie en fait, du personnage et sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti tout le long. Voilà. Sachant que bon, les éléments dans le 8-9 sont tellement graves que c'est normal pour lui de se retrouver comme ça. Quoi. Voilà. Ensuite, vous avez, celui-là je l'ai adoré, tome 11, vraiment un tome que je trouve excellent, mais vraiment merveilleux. Alors déjà, vous avez cette couverture qui est d'ailleurs qui n'est pas signée. Mais ça ressemble à du Mathéeux. Ouais. Donc voilà, donc vous avez l'apparition de Letterhead. Letterhead, je ne sais pas comment on le dit en français, moi je suis nul en anglais, je suis une bille, un truc de fou. Donc l'apparition en fait du crocodile mutant qu'on retrouvait dans la série des années 90. Donc en fait, le tome entier en fait est une enquête. Plus ou moins, on peut parler comme ça. En fait, vous avez tout simplement des conséquences du tome 1, du coup avec Krang, la guerre de Krang, là, de tome 1, tout ce qui s'est passé. Ça y est, on a les répercussions qui sont dans celui-là. Donc avec son peuple qui se rebelle, on sait pas si c'est des gentils, des méchants, tout ça. Letterhead arrive au milieu. Il y a des morts. Et l'enquête, elle est tournée sur les morts. Qui tue. Voilà. Sachant qu'il y a au final, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Voilà, il faut le lire. Voilà, comprenez, lisez ça. Et ce tome-là, je me rappelle avoir passé un moment formidable. Vraiment, je l'avais lu, je l'avais reposé, du coup je l'ai rangé et j'avais dit, mais ça va plus loin que prévu. Voilà. Donc voilà, je vous conseille, pareil, tome 11, incroyable. Allez, la suite. Et là, pour la suite, donc tome 12, tome 13. Alors, tome 12. Donc, contrairement en fait au tome 11 qui était des petites enquêtes, pas trop d'action, mais beaucoup de psychologie aussi, pareil. Mais on va dire que c'était de la petite enquête policière tranquille qui était sympa. Là en fait, c'est des nouveaux arrivants. Déjà, la couverture parle d'elle-même, hein, il se passe, il y a un petit problème. Voilà. Cette couverture est magnifique. Voilà, je tenais à le préciser, ouais, c'est magnifique. Donc dans ce tome, en fait, on commence à voir apparaître des nouveaux groupes d'intervention.
il y a des nouveaux clans qui se sont formés, et pas n'importe lesquels. Ils vont avoir une importance capitale jusqu'à la fin. La technologie qui commence à prendre le pas sur le ninja, l'honneur, tout ça. Là, on n'est plus avec du Shredder qui a de l'honneur ou tout ça. Là, on est vraiment parti sur force spéciale d'intervention. L'objectif, c'est de détruire, il n'y a pas autre chose. Donc, ça commence à tourner au vinaigre, quoi. C'est très très fort, quoi. Il y a ça. Avec tout ça, il faut rajouter les disputes de famille. Et là, entre ça et ça, en fait, c'est directement la suite du 12. Hein. Ça pourrait faire qu'un seul tome. Vous êtes vraiment sur les nouveaux intervenants qui arrivent, la technologie qui prend le pas, des alliances aussi qui se forment, des nouvelles alliances qui se forment. Il y en a qui sont plus ou moins improbables. Si je dis pas de bêtises, c'est à partir de là qu'un certain... Mais enfin, je peux rien dire. Hein. Voilà. Oui, c'est là. Alors, c'est à partir de là que certains antagonistes en fait deviennent alliés, et de très très bons alliés d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est pas frénétique comme dans les guerres, hein, parce que là vous êtes dans un moment pas de paix, mais on dirait ce sont des tomes construction de guerre. Voilà, donc ça met en place le nouvel ordre à New York en fait, voilà. Qui c'est qui est où, comment ça se passe. Voilà, il y a pareil, il se passe pas énormément de choses, mais il y a beaucoup de conséquences. Toujours pareil. Il faut savoir que dans les tortues, il y aura tout le temps ça. En fait, une action a droit à ses conséquences et fait que c'est bien, quoi. Donc voilà. Allez, la suite. On revient pour la suite. Tome 14, tome 15. Donc, tome 14, tome 15. Alors, là, le procès de Krang. Donc là, c'est définitivement la suite du tome 1 que vous retrouvez du coup au tome 14. Là, qu'est-ce qui se passe? Les extraterrestres, du coup, les neutrinos, là, tout ce qui vivent dans la dimension X, en fait, dans le monde des Tortues Ninja, ces gens-là vont juger, parce que c'est une société à la cool, quoi. Krang a tué tout le monde. Hein. Eux, ils sont cool, ils veulent juste le... Moi, je l'aurais flingué. Voilà, donc en fait, il a des traitements de faveur parce qu'il va être jugé. Il y a des gens de son propre peuple qui sont contre lui, d'autres qui sont avec lui. On comprend tout ce qu'il a fait. Du coup, on comprend d'où vient l'Etherhead. Voilà, donc ça accentue. On découvre qu'il avait une armée. Un peu plus tard dans le tome, là, en fait, il avait une armée qui cherche uniquement en fait à avoir une maison. Voilà, il leur a promis des choses qu'il n'aura jamais données. Ce qui donne en fait, du coup, une petite guerre qui arrive dans le tome 15, alors que l'autre il est en plein procès. C'est incroyable. L'autre il est en plein procès. Ça donne ça, donc une guerre ensuite sur New York, donc c'est l'invasion des Triceratops, donc en fait, sans vouloir trop spoiler, voilà, c'est des Triceratops mutants qui viennent et qui envahissent du coup New York. Une fois de plus, les dessins formidables, c'est détaillé, c'est coloré, c'est beau. Surtout celui-là, je trouve, moi. Le procès de Krang, je l'avais trouvé extraordinaire. Le tome 15, du coup, avec les Triceratons sont mêlés aux nouveaux gangs qui sont arrivés avec les tortues. Donc tout se mélange. Vous retrouvez qu'une petite guerre, mais qui en fait à l'intérieur, il y a 50 batailles pour des choses différentes. C'est ce qui fait que ça remplit réellement le tome. Pour le lore de l'histoire, le 14 et le 15, c'est quelque chose de pas mal. Vraiment, ça donne l'eau à la bouche pour la suite, du coup. Donc voilà. Après, il n'y a pas forcément grand chose à dire parce que c'est de la guerre. Et puis, si j'en dis trop, du coup, vous allez être spoilé. Donc voilà. Très très bon encore. Allez, la suite. Alors, on revient pour la suite. On s'approche dangereusement de la fin. Hein. Il y a 19 tomes, on en est au 17. Donc voilà. Alors, tome 16. Particulier, le tome 16. Voilà. Il permet de mettre une image en fait sur des personnages. On nous parle de personnages durant toute l'histoire. Et là, on les voit. On découvre qui c'est. On découvre qu'il y a un monde dans le monde. Voilà, il y a autre chose. Ça va plus loin. Il y a des entités supérieures. Il y a un système de demi-dieux. Et c'est là-dedans que tout est expliqué. Ils n'ont pas forcément ils sont pas forcément méchants ou bons. Ils sont au-dessus de ça. C'est plus loin. Beaucoup plus loin. Donc ce tome-là, voilà, en gros, ce tome-là sert à ça. Voilà. Il vous présente tout ça sous une certaine forme, parce qu'il y a quand même
ne pas oublier que dans le dernier tome, on s'est lâché avec la guerre. Hein. La guerre est toujours en cours. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à régler le conflit, qui est là, tome 17, ils ont dû passer par les étapes du tome 16. Donc le 17, c'est quoi? C'est, on va dire, la fin de cette bataille, la première bataille dans New York, et c'est le début des ennuis. Voilà, on va dire. Hein. Ça va rentrer dans le 18-19 qui sont une conclusion. Donc dans celui-là, en fait, on se retrouve avec peut-être la scène la plus triste de tout le comics. Voilà, moi ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Voilà. Je lisais, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et retournement de situation, j'ai fermé le livre et j'étais triste. Voilà, je suis peut-être un peu émotif, mais les Tortues Ninja procurent des émotions. Voilà. Donc voilà, en fait c'est la fin de la bataille, mais pas de la guerre. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, la suite. Allez, on revient pour la conclusion de cette série Reboot, avant de passer au classique. Donc, tome 18. On attaque, déjà vous voyez les couvertures, là il va se passer du lourd. Hein. Tome 18, New York, ville en guerre, première partie. Voilà. Donc là, pour le coup, la guerre commence à s'installer à New York. Vous avez 100% des clans qui sont mis en jeu, d'accord. Il y a de la traîtrise. Il y a beaucoup de... Le prix à payer est lourd. Ça va très loin. Ça commence à aller loin. Là, on sent que ça se joue à un petit truc, quoi. Vraiment, on le sent. La tension dans le livre est palpable. Voilà, on le sent. D'entrée de game, ça commence, chapitre 1. Bon, quelqu'un va peut-être mourir. Des alliés qui tournent le dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Vous avez des histoires personnelles dans la famille aussi qui interviennent. Et ça, c'est assez délicat à gérer. Ensuite, vous avez ces deux-là qui se situent en même temps. D'accord? Donc en fait, là, vous avez Shredder in Hell, donc Shredder en enfer. D'accord? Les dessins sont magnifiques. Ce tome est extraordinaire. Voilà. Ceux qui aiment les Tortues Ninja, voilà, t'aimes Shredder, t'aimes Splinter, ben, tu vas aimer ça. En fait, ces deux-là sont... Voilà, normalement, ça c'est un seul tome. Voilà. Ça a été fait en 2 fois. Hein, argent. Donc ici, vous avez le parcours de rédemption de Shredder. Voilà. Donc en fait, on apprend dans le lore en fait, des Tortues Ninja, il y a des demi-dieux. Et là, on apprend qu'il y a 2 dieux, en fait, avec leurs enfants des demi-dieux, donc des créations avec le sommeil, tout ça. Enfin, voilà, faut le lire. Voilà, c'est assez compliqué. Une fois que vous avez saisi ça va vite, hein, ouais. Vous avez saisi ça, vous comprenez la destinée de Shredder, d'accord? De Hamato Yoshi. Vous comprenez sa destinée et tout est remis en question. Tout. L'histoire complète est remise en question sur certains aspects, pas tout, d'accord? Sur certains aspects. En fait, voilà, là vous avez du coup New York, ville en guerre, seconde partie, tombe trop bien, qui m'a... Pareil, moi j'ai fermé le livre à la fin, je me suis dit, oh, c'est fini, il n'y en a plus. L'histoire est terminée, hein. Il y a écrit fait. Alors, sans vous spoiler, parce que du coup, voilà. Donc là, il y a la grosse guerre. Mais vraiment, là, ça claque. Vous avez la grosse guerre, vous avez des conséquences directes. Là, il n'y a même pas de chipotage. Là, c'est blanc de suite. Vous avez le clan de Shredder qui revient en force. Vous avez les demi-dieux aussi, c'est pareil. Vous avez du coup un clan qui apparaît un peu plus tard avec le chef qui arrive. Vous avez une surprise. Il y a une surprise, je ne peux pas dire ce que c'est. Voilà. Sachez qu'à la fin, les dernières pages de ce livre sont directement reliées avec ça. Mais directement. Ça veut dire que c'est presque 2 points de vue différents. En fait, c'est la même action d'un point de vue différent avec une perception différente aussi. C'est ce qui fait que, en fait, c'est la richesse de tout le comics. C'est que je suis arrivé à la fin, tout est remis en question, mais tout. Et c'est pour ça là, je vais attaquer du coup la seconde lecture intégrale parce que le début, je l'ai lu 3-4 fois déjà. J'ai lu 2 fois jusqu'au tome 16, le 17, 18 et 19 du coup, et Shredder in Hell, ça vient de sortir, donc je les ai juste lus là à l'instant, c'est très frais. Donc je vais me rattaquer tout pour voir si j'ai pas encore loupé des choses ou quoi.
Toujours, dessin merveilleux, c'est beau. En plus, en France, on a la chance d'avoir des couvertures uniques faites par Santoluco. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la série régulière. On va passer. Alors, on se retrouve avec, cette fois, les micro-séries vilains. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce comics? En fait, ce sont des petites histoires en fait, qui s'intègrent à toute l'histoire des tortues sur un personnage. Du coup, là, par exemple, le premier, vous commencez, vous avez l'histoire de Krang. Par exemple, je ne vais pas vous spoiler, il y a des choses importantes pour l'histoire. Donc, mais Krang, par exemple, sa petite histoire à lui, en fait, on comprend pourquoi il est devenu comme ça. Voilà. C'est pas Baxter, c'est un peu pareil. Hob, c'est pareil, c'est un mutant qu'il y a, voilà. Alopex, personnage très très important. Et en fait, il se passe des choses en fait dans le comics sur Alopex. Et c'est là qu'on comprend. Avec la micro-série, on comprend. Et c'est ça qui est important en fait. Vous avez Karai, donc Karai c'est la petite fille de Shredder. Vous avez c'est le père de Casey Jones, pareil, vous avez son histoire à lui, c'est quelque chose son histoire à lui. Vous avez Bebop et Rocksteady. Alors eux, c'est quelque chose quoi. Voilà. Ensuite, vous avez l'histoire de Shredder. Voilà. Ce tome, quand je l'ai eu, moi, et ça m'a apporté beaucoup de petites réponses qu'on n'avait pas dans l'histoire tradie. Il nous fallait ces micro-séries. En parlant de micro-séries, je reste sur la micro-série. Donc en France, à l'heure actuelle, pour ce qui est des gentils, on a eu droit à la micro-série. Voilà, donc Michelangelo, Raffaello et Leonardo. Donc voilà, la Donatello ne sortira pas, hein, parce que j'ai compris. Donc c'est un petit floppy, en fait, vous avez le chapitre en quelques pages. C'est pas de la qualité de ouf, mais voilà, ça suffit, vous avez votre histoire. Je suis très content de les avoir, les trois, parce qu'il y en a qui ont commencé à vendre ça à prix d'or, alors que c'était la plupart du temps distribué gratuitement. Et en fait, là, c'est des petites histoires sur les tortues. Par exemple, il y a un moment, je vous dis une bêtise, moi, dans le tome 2, Leonardo il s'en va, ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et pour les tortues, les trois là, que j'ai, moi du moins, c'est ce qui se passe. C'est prévu que iComics, au mois de juin 2023, nous sorte en fait la version micro-série gentille. Donc au moins on les aura toutes, et là il ne manquera rien. Et du coup après je suis complet pour cette série là. Voilà. Allez, la suite. Alors on se retrouve avec la suite. Alors là c'est un petit chapitre un petit peu à part, hein, plus ou moins. Donc on va commencer avec le TMNT Ghostbuster. Qu'est-ce que c'est que ça? Figurez-vous que c'est le canon des Tortues Ninja. Ceci c'est le résultat du premier voyage à travers un portail en fait, que les tortues effectuent et ils se retrouvent dans le monde de Ghostbusters. Donc ça donne une histoire géniale. Ça remplit le Lord parce qu'en fait, je spoil encore un peu, mais voilà, il y a quelqu'un là-dedans que tout le monde cherche dans la série régulière. On ne sait pas où il est et en fait on le voit que ici. Donc en fait c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve ça génial d'avoir fait ça. Donc il y a une histoire complète. Vous avez les Ghostbusters avec. Tout est bien, c'est mentionné en plus à la série régulière à un moment, bon, vraiment, et puis c'est rigolo, je trouve que c'est très bien fait. Enfin, voilà. Ensuite, vous avez un one-shot, d'ailleurs une suite est prévue, je ne sais pas pour quand, mais j'aimerais bien la voir. Donc le crossover Tortue Ninja et TMNT. Alors je ne sais pas si vous aimez les Tortues Ninja ou pas, moi personnellement la première série, les Mighty Morphin, j'adore ça. Voilà. C'est nostalgique, mais j'adore ça. Donc là, vous avez un crossover improbable. C'est génial. Voilà. Si vous aimez, pas le toujours plus, mais ouais, si. En fait, il y a une surenchère des deux côtés, Tortue et Power Ranger. Et j'ai trouvé ça génial. La combi des deux est trop bien, quoi. Donc c'est pas le premier crossover qu'ils font ensemble. Mais voilà, vraiment très très bon. Ensuite, là, on attaque le lourd de chez lourd. Alors là, vous avez une histoire originale créée par les créateurs originaux des Tortues Ninja, donc c'est-à-dire c'est Kevin Eastman et Peter Laird. C'est une histoire qu'ils ont inventée, enfin du moins ils ont posé les premières lignes de ça, je crois que c'était au début des années 90.
il s'était dit, on pourrait faire une fin alternative, ça s'appellerait l'Astronine. Le projet est resté dans les cartons et il est ressorti en 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça de suite d'ailleurs parce que cette série-là, j'ai eu la chance de pouvoir vous procurer des petits comics en direct des États-Unis. Donc j'ai eu que les 2 premiers, malheureusement. Hein. Mais, je sais plus là, je crois que c'est 2020. Ils ont ressorti ça en 2020, je crois. Si je dis pas de bêtises. Même pas. Voilà, donc ça c'est le tome 2 février. Donc le tome 1, ouais, ça doit être décembre 2020 ou un truc du genre, voilà. Donc en fait, je vais vous synthétiser tout ça, hein, sans vous spoiler ni rien. Donc déjà, sachez qu'une suite est en route. Voilà. Donc ce comics, en fait, par le New York Times, a été élu meilleur comics de l'année. Voilà. Et ça les vaut, mais alors, plus que ça les vaut, quoi. L'histoire est merveilleuse. Vraiment. Donc en fait, bon, je vais vous synthétiser. Hein. Voilà. On va faire une synthèse simple. Tout le monde est mort. Voilà. Il reste une seule tortue. Il y a quelques survivants par-ci par-là. L'histoire en fait est basée. En fait, tout est triste. Tout est fait pour vous montrer la détresse psychologique d'une tortue qui se retrouve seule. Voilà. Donc il reste une seule tortue. Je ne vous dis pas laquelle c'est. Vous vous débrouillez. Il n'y a plus de héros non plus, hein, d'accord. Donc on voit la mort de tout le monde. Donc en fait, le livre est un flashback du présent avec du flashback, du présent, du flashback. Tout ça pour arriver à la fin où on espère que ça puisse recommencer. Voilà, en mieux. Donc vraiment passionnant. J'ai hâte, mais vraiment j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment. Ça, pareil, vous faites un film avec ça. Il faut faire un film avec ça. Là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent un film avec ça. Donc là, vous avez le monde des Tortues Ninja. Ça se passe dans un futur un petit peu apocalyptique. Donc vous avez des dessins modernes, d'accord. Et en même temps, vous avez les créateurs qui ont gardé, pour certaines phases, vous voyez, le style d'époque. Il y a des flashbacks qui sont racontés, en fait, avec le style graphique, en fait, des premières tortues. Je trouve ça génial. Ça ramène, voilà, quand on aime les tortues, vous lisez, vous tombez sur une page comme ça, vous vous dites, ah. Et là, vous sentez en plus l'implication de Kevin Eastman et Peter Laird, et c'est du lourd, quoi. C'est formidable. Honnêtement, l'Astronine, meilleur comics, vraiment. Allez, la suite. Plus ou moins pour la dernière partie de cette vidéo, qui est ni plus ni moins que la publication originale des tortues. Donc ça, c'est les tomes classiques. Donc en fait, à la base, c'est sorti qu'aux États-Unis. Hein, en France, on ne les a pas eu. Donc c'est l'histoire originale. Savoir qu'à la base, les tortues, c'est ni plus ni moins qu'une parodie de comics. D'accord. Donc en fait, le premier chapitre, par exemple, c'est pas quelque chose qui se prend la tête. Ils ont été débordés par le succès. Et du coup, ils ont continué. Ça a fini par faire l'histoire qu'on connaît des tortues. Alors, au début, je l'ai acheté par pure collection. Voilà, j'étais fan de cela. C'est jamais sorti en France, donc j'avais aucune idée de ce que c'était, du contenu, je ne savais rien. Donc je prends. Première chose qui nous frappe au début, c'est les dessins. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est très particulier. Voilà, là par exemple c'est un bel... voilà. C'est très très particulier, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça peut paraître brouillon, ça peut paraître compliqué quand vous êtes habitué à avoir un certain graphique. Par exemple, là, quand vous avez des dessins de Matteo Santolouco, magique, là, c'est pas la même chose. En fait, on se rend compte qu'au bout de 2, 3, 4 chapitres, eh bien, en fait, ça devient extrêmement lisible, on comprend tout. Moi, le noir et blanc ne me dérange pas personnellement, donc il n'y a aucun problème. Je me souviens avoir fini le tome 1, j'étais là, je veux la suite. Et il faut savoir qu'en fait, ça sort une fois par an. Une fois par an, vous avez un nouveau tome qui sort, donc là, ça fait 4 ans. Le tome 5 sort en fin d'année. Donc là, vous avez l'histoire complète. Il faut savoir que, alors, là, vous avez l'histoire principale. Le tome 2 est centré sur les micro-séries. D'accord. C'est le même système que les autres. Donc vous avez micro-série. Classique tome 2. Alors la micro-série, vous avez un chapitre du canon qui revient. Micro-série, micro-série. Voilà, ça vous expliquera des choses pour plus tard.
Le 3, on reprend l'histoire où elle s'est arrêtée. Ça reprend bien. J'ai toujours pas lu le 4 parce qu'en fait, je suis tellement dégoûté que c'est lent que je prends mon temps pour les lire. Donc en fait, le 5 sort en fin d'année. Donc à la fin de l'été, je vais lire le 4 pour pas être trop impatient d'avoir la suite. C'est bête, hein. Chacun a sa manière de gérer sa frustration. Donc voilà. Donc je suis tombé réellement amoureux de la série originale. C'est l'origine. On peut rien dire, c'est l'origine. Alors, savoir que quand même, bon, c'est pas sorti en France, mais en France, on a eu 2-3 trucs. Par exemple, en France, à la base, on a eu ça. Donc en fait, c'est le chapitre 1 et 2 des Tortues, mais en couleur. D'accord. Voilà, moi dès que j'ai eu le comics classique tome 1, j'ai su qu'il y avait ça qui était sorti, du coup ben, je me suis procuré ce petit livre. Voilà, donc ça coûtait que là, je crois que j'ai eu à 2 €, enfin, c'est 3 fois rien. Donc là vous avez chapitre 1 et 2, si j'ai pas de bêtises, je me rappelle bien. Ensuite en France on a eu droit à La Rivière. Donc en fait, là c'est, comment il s'appelle, Rick Veitch, qui a écrit et dessiné ce comics, d'accord, qui n'apparaîtra plus dans les comics parce qu'il n'a jamais cédé ses droits. Donc du coup, c'est la seule façon et unique façon de lire ce chapitre qui fait partie du canon. Il fait partie du canon, donc seule façon de l'avoir, c'est avec ça. Ensuite, le canon, vous avez quoi? Vous avez ceci qui est ressorti chez Vestrom. Donc c'est Soul Winter, voilà. Donc eux, c'était qui avait écrit ça? Stéphane, voilà, ils sont 4, voilà. Donc vous avez Michael Zulli, Stéphane Murphy, Rob Kewell et Eric Talbot. Voilà, qui donc du coup ont écrit ces chapitres, qui font partie du canon. Donc là c'est en couleur. Les images sont un peu hard, d'accord, donc ça a été colorisé, hein. C'est un petit peu hard, on voit qu'on est sur de l'extra-punk là quand même, hein. Ça commence à taper, hein. Donc voilà, ça fait partie du canon. Je ne l'ai toujours pas lu, pareil. Je me garde la surprise pour plus tard. Ensuite, vous avez, et pas des moindres, Eastman et Reisley qui avaient écrit Body Count. Alors, Body Count, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une réédition qui a été faite en 2018 aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est uniquement du gore. Alors, faites attention les yeux, hein. Il y a... Ça saigne dans tous les sens, il y a des insultes magistrales. C'est une aparté. Ce comic, c'est une aparté. Vous avez celui-ci qui est déjà punk, hein, d'accord, en soi. Et là, vous avez Casey Jones et Raphaël qui vont déverser leur haine quelque part. Et ça devient extrêmement sanglant. Voilà. C'est sanglant, c'est sale. C'est les New York, c'est les bas-fonds de New York, quoi. Voilà, c'est super. Moi, j'ai passé un moment incroyable à lire ça. Ensuite, vous avez, et là c'est intéressant de souligner ce petit comics. Alors, ce comics est édité sous forme de manga, donc avec le papier manga, tout manga, sauf du coup le sens de lecture. En fait, c'est la suite des 6 tomes classiques, en fait, vus par Peter Laird. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas Kevin Eastman qui l'a écrit, c'est Peter Laird. Voilà. Et d'autres personnes, je ne suis pas expert sur ce côté-là. Bon, alors il faut savoir qu'il s'est sorti, il y a 4 livres. Moi j'en ai que 2. Les 2 autres sont d'une rareté dingue et commencent à côté. Donc en fait, là on le voit bien d'ailleurs, hein, c'est le comics original, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. On est vraiment sur, tout le monde a le bandeau rouge. Hein. Donc c'est une suite imaginée par Peter Laird. Avec, du coup, il s'est passé des choses au niveau des tortues. Alors, par exemple, moi, le tome que j'ai là, Leonardo est aveugle, donc on voit à travers lui. Donc en fait, on voit des formes, les dialogues sont là, mais voilà, on aperçoit des choses. Voilà, il faut jouer le jeu et s'immerser dedans. Je n'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Mais bon, moi, après ça, je l'ai pris pour la collègue, évidemment, parce que je le voulais. Donc voilà, on va passer à la suite. On passe à la suite. Là, cette fois, c'est des crossovers Batman. Donc là, vous avez le
recueil qui prend les deux premiers comics sortis. Le premier c'était, d'ailleurs vous voyez j'ai oublié le nom. Il y a la pizza amère je crois si je dis pas de bêtises. Et le 2 c'était... Et je sais plus du tout. Bon, c'est pas très grave. Voilà. En gros, vous avez l'univers des Tortues Ninja qui rencontre l'univers de Batman. Ça met beaucoup de choses à plat sur les rapports de force. Voilà, Batman est très fort. Les Tortues aussi, mais c'est différent en fait. Donc, dessin pas trop mal. Franchement, c'est vraiment... c'est pas trop mal. Moi, j'ai bien aimé. Les deux univers se mélangent, donc du coup, il y a une histoire de voyage dans le temps. Hein. Donc, vous avez Shredder qui va embêter Batman, et vice-versa. Tout le monde embête tout le monde, en fait, ça devient un petit peu compliqué. Le tome 2, je l'avais trouvé pas mal, en fait. Il est vraiment centré sur Donatello, le tome 2, avec le plaisir qu'a Donatello à voir la technologie de Batman. J'avais trouvé ça vraiment pas mal, moi. Le livre est bien. En plus, bon, ce recueil-là, il est bien parce que vous avez énormément d'annotations, de dessins, de croquis, d'explications. Vous avez beaucoup de choses. Les dessins originaux en noir et blanc, quand ils ont créé le comics. Ouais, ce livre est super bien. Donc voilà, je vous conseille aussi de très bons comics, très belles histoires. Là, on arrive à Batman et Tortue Ninja Fusion. Alors là, ce n'est pas qu'un crossover. C'est vraiment fusion pour bien son nom. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple Shredder qui a fusionné avec Joker. Voilà. Et donc en fait, c'est un multiverse qui est ouf. Il est très bien construit. Très très bien construit. Donc vous avez... je vais essayer de vous retrouver un dessin que j'avais trouvé génial. Il y a un moment, en fait, voilà, vous avez l'histoire avec ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il y a une branche temporelle qui a été ouverte. Je ne vous dis pas tous les trucs, ça ne va pas le faire. Voilà, alors on serait à peu près par là. Donc voilà, donc en fait vous avez les tortues noir et blanc du tome classique qui apparaissent. Vous avez les tortues en fait de la série régulière de Matteo Santolouco qui sont là. Vous avez le Batman moderne, le Batman vieux. Vous vous retrouvez avec plusieurs sortes de Robin aussi. Il y a deux Splinter, vous avez deux Casey Jones parce que c'est le multiverse. Du coup, il y a beaucoup de choses, plus certains qui ont fusionné entre eux. Donc ça crée quand même une belle bagaille. Mais ça crée de l'action et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Allez, on va se faire une petite conclusion. Alors on va se retrouver pour la petite conclusion de cette vidéo. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo au complet et je voudrais remercier les gens qui sont abonnés à ma chaîne aussi. Je n'aurais jamais cru frôler les 300 abonnés en un mois. Donc je suis vraiment content. J'espère vraiment vous avoir donné envie de vous intéresser à l'univers des Tortues Ninja et de tout ce que ça renferme en fait, à lire les comics et surtout à soutenir iComics qui se bat entre vent et marée pour pouvoir continuer à produire la série parce qu'il faut savoir que c'est pas une série qui est rentable. Ou alors tout juste, c'est-à-dire qu'en fait ils ne gagnent pas d'argent avec. Donc on a eu de la chance déjà de pouvoir finir, d'accord, toute la première série. Donc il y a le deuxième reboot qui commence avec Sophie Campbell, qui devrait être édité sous format souple si j'ai bien compris. Donc ce ne sera pas des livres aussi quali avec une grosse couverture, tout ça. Mais ils peuvent continuer, bon, voilà, c'est déjà bien. Comme je disais tout à l'heure, il manque une petite partie, donc c'est les TMT univers. Ça sortira sur des recueils. En fait, vous aurez un condensé de tout ça en 8 livres, je crois. Et en fait, ils seront à l'intérieur. Ça sera la seule façon de les avoir en français, malheureusement. Moi qui ne parle pas anglais, je vais être obligé de mettre la main à la poche. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Kawabunga. Ciao.